à quel moment on décide qu'il faut rentrer dans un parcours PMA? C'est vrai qu'il faut dire quelque chose, c'est que c'est pas très glamour. C'est-à-dire que nous, on va déclencher l'ovulation et on va leur dire ayez un rapport sexuel tel jour. Et donc finalement, si on rétablit une ovulation à travers ces comprimés, elle se retrouve finalement aussi fertile que n'importe quelle femme dans la rue qu'on prendrait qui n'a pas de dysovulation. Il y a des examens qu'on aura reçus, on va bien sûr… vas-y, t'inquiète. Ah, faut que je me concentre. J'ai pas un truc entre les dents. Ah non, rien du tout. Bah non. Tu essayes de tomber enceinte depuis plusieurs mois, mais ça ne prend pas et tu es peut-être concerné par une source d'infertilité telle que le SOPK, l'endométriose ou encore l'adénomiose. Et du coup, on a commencé à te parler de parcours PMA. Et bah bouge pas parce qu'on va t'expliquer aujourd'hui avec le docteur Jonas Benguigui ce que sont les étapes du parcours PMA et donc comment naviguer dans tout ça. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, donc je suis le docteur Jonas Benguigui, je suis gynécologue obstétricien sur Paris et ma spécialité c'est effectivement tout ce qui est médecine de la reproduction, donc prise en charge de tout ce qui est troubles de la fertilité. Donc là, l'idée c'est qu'on explique un petit peu comment se passe le parcours PMA. Moi, ma première question c'est à quel moment on décide qu'il faut rentrer dans un parcours PMA? Alors moi, comme je le dis souvent en consultation, dans ma tête, c'est vraiment un code avec un code vert, orange ou rouge. J'adore cette métaphore, mais pour les gens, c'est quand même assez clair. L'idée finalement, c'est que si tous les feux sont au vert, d'accord, on sait que le premier facteur d'infertilité, c'est l'âge. Donc on estime qu'après 35 ans, la fertilité commence un petit peu à diminuer. Donc si on a une patiente de moins de 35 ans, si on a des cycles réguliers, si on n'a pas d'antécédents dans le passé, d'infection des trompes, de pathologie, d'endométriose ou de choses comme ça. D'autre part, le monsieur non plus n'a pas d'autres facteurs de risque, à savoir des antécédents au niveau testiculaire par exemple, d'infection, de torsion, de varicocèle ou de choses comme ça. Si tous les feux sont au vert, on peut se laisser 12 mois d'essai avant effectivement d'aller consulter. À l'inverse, concernant les feux rouges, si au cas où, je donne un exemple, concernant la femme n'a pas de cycle, elle est complètement anovulatoire ou alors on va avoir une patiente qui a déjà été opérée à 2 reprises de grossesse extra-utérine, elle n'a plus de trompe ou alors concernant le monsieur, il a eu par exemple des traitements de chimiothérapie qui ont complètement abîmé ses testicules avec donc des troubles de la spermatogénèse dont on le sait d'emblée. Il n'y a aucun intérêt à attendre 6 à 12 mois avant d'aller consulter. On peut d'emblée aller consulter car les chances de grossesse spontanée sont vraiment faibles, voire nulles. Et puis finalement, c'est les feux oranges qui vont nous intéresser aujourd'hui. Dès qu'on a une patiente, donc on parle toujours de l'âge de la femme, malheureusement c'est un petit peu asymétrique, mais c'est surtout l'âge de la femme qui va compter. Mais si on a une femme de plus de 35 ans, si on a des cycles irréguliers, si on a un antécédent peut-être d'une grossesse extra-utérine, on se dit il y a peut-être les trompes qui ne fonctionnent pas hyper bien, ou si à l'inverse le monsieur il s'est dit j'ai déjà eu un problème sur mes testicules, etc. On va se laisser généralement 6 mois d'essai avant d'aller consulter. Ok, une fois qu'on a consulté, on va par exemple pour notre premier rendez-vous, pour rentrer en parcours PMA, c'est quoi les étapes à partir de ce moment-là? Moi j'imagine qu'il y a un bilan, donc quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on va regarder? Exactement, donc déjà le premier point c'est effectivement une consultation qui va se réaliser en couple en cas d'infertilité, c'est hyper important, c'est-à-dire que les hommes nous intéressent autant que les femmes dans ce projet. Le premier point ça va être un interrogatoire complet où on va screener madame puis monsieur pour aller chercher justement tous ces feux oranges ou des feux rouges qui peuvent d'emblée nous orienter vers une éventuelle cause d'infertilité. On va parfois avoir plusieurs causes d'infertilité, donc c'est pas parce que on a une jeune femme de 37 ans, admettons, qui consulte parce qu'elle a des cycles irréguliers dans le cadre peut-être d'un SOPK, qu'on va pas aller vérifier ses trompes ou vérifier effectivement le spermogramme de son conjoint. Donc, le bilan de première intention, ça va être globalement un bilan hormonal chez la dame qu'on va associer à un bilan préconceptionnel. On revérifie que les vaccinations, les infections, que tout ça est à jour. On va également réaliser un bilan d'imagerie, c'est-à-dire on va nous intéresser à une échographie généralement par voie vaginale pour aller vérifier la morphologie de l'utérus, faire une photo des trompes, vérifier qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un hydrosalpin, qui est une pathologie inflammatoire de la trompe. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'endométriose, d'adénomiose. On va vérifier aussi la richesse ovarienne. Et c'est généralement
à ce moment-là qu'on va déjà avoir une idée, voir si on repère déjà un critère échographique du SOPK. Et puis à cette échographie peut s'ajouter un examen qui maintenant est réalisé depuis plusieurs années. C'est un examen qu'on appelle l'IFOSI. C'est un examen qui va permettre d'aller vérifier la perméabilité des trompes. Cet examen a pour ambition de remplacer un petit peu la radiographie des trompes qui était un examen pas hyper bien toléré. On a parlé du bilan chez madame, mais évidemment, ça s'associe avec un bilan chez monsieur. Beaucoup plus facile, la machine masculine est un petit peu plus simple, mais on va faire généralement pareil, un bilan préconceptionnel avec une prise de sang et un spermogramme pour aller vérifier la richesse, la mobilité, la vitalité, les formes typiques des spermatozoïdes. Et donc, est-ce que pendant cette visite, vous allez aussi questionner un peu toute la partie hygiène de vie, par exemple? Est-ce que c'est des personnes qui sont actives? Est-ce que c'est des personnes qui fument, qui se droguent, disons, pourquoi pas? Enfin, est-ce que vous regardez un petit peu tout ça aussi? Ça fait partie évidemment de l'interrogatoire complet, c'est-à-dire on va s'interroger déjà s'il y a consommation de toxiques, alcool, drogue, tabac. Alors évidemment, ça ne va pas nous intéresser le petit verre de vin le vendredi soir pour terminer la semaine. Ce qui va nous intéresser, c'est des consommations excessives. À côté de ça, évidemment, si au cas où on repère qu'il y a un surpoids, donc en calculant l'indice de masse corporelle, on va essayer d'aller chercher une sédentarité ou des choses comme ça. Et puis, on va, à l'issue de cette première consultation où on aura prescrit tous ces examens et qu'on aura prescrit les vitamines prénatales, on parlait de l'acide folique, de la vitamine D, etc. Évidemment, on va donner des conseils sur le lifestyle qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on va recommander une activité physique régulière et puis effectivement la diminution de la consommation de ces toxiques-là. Ok. Là, vous avez fait un peu un état des lieux de tout ça. C'est quoi après les premières étapes? J'imagine qu'à partir de là, vous allez établir un protocole et donc qui va être différent selon chaque personne. Mais si on part un petit peu du protocole le plus courant de base, ça va être quoi les étapes? Selon les résultats des examens qu'on aura reçus, on va bien sûr… Vas-y, t'inquiète. Oh non, je fais ça à chaque fois. Ah, faut que je me concentre. En fait, je me dis, faut pas que je ris, et du coup, tu vois, je ris. Non, mais c'est toujours un petit moment comme ça. C'est bon, vas-y, on repart. Donc, basé sur les résultats des examens que nous, on va recevoir… Quoi? Non, ça va? C'est bon. Peut-être tu m'as transmis le… Bah oui, non, désolé. Parce que là, c'est moi qui parle, donc je viens. Basé sur les résultats des examens qu'on va… On pourra mettre un bêtisier à la fin de la vidéo. Donc, basé sur les résultats des examens qu'on va recevoir, on va établir une stratégie qui va être hyper personnalisée. Je vais partir d'emblée dans les feux rouges parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Si les spermatozoïdes sont très abîmés ou si la patiente n'a pas de trompe, évidemment, on va d'emblée s'orienter vers une fécondation in vitro. Il va arriver également aussi qu'à l'issue de cette consultation, on va faire un peu la synthèse des examens prescrits lors de la première consultation. On doit prescrire d'autres choses. Par exemple, le spermogramme, on ne va pas retrouver de spermatozoïdes. Ça va indiquer alors, la réalisation d'un deuxième spermogramme généralement à 3 mois. Ça va indiquer peut-être des analyses hormonales, génétiques, une consultation avec un andrologue, avec réalisation d'une échographie testiculaire. Et donc, effectivement, il peut arriver qu'on ait un petit peu de retard sur la prescription du protocole médicamenteux parce que d'autres explorations sont nécessaires. En termes de stratégie derrière, quand on a des patientes, par exemple, dont on suspecte qu'elles n'ovulent pas, d'accord ? À ce moment-là, il n'y a pas besoin de fécondation in vitro. On a de la chance, on a des traitements médicamenteux qui sont hyper efficaces pour rétablir une ovulation. Donc, dans un autre épisode, on pourra voir qu'on a discuté déjà du myo-inositol, on a discuté également de la metformine. Mais effectivement, en cas d'échec de cette première stratégie médicamenteuse, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle des inductions simples, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prescrire le fameux traitement, le citrate de clomifène. On entend parler beaucoup du clomide, donc c'est du citrate de clomifène. C'est des médicaments assez faciles qui vont se prendre par voie orale pendant les 5 premiers jours du cycle. Effectivement, ça va entraîner une croissance du follicule et une ovulation. Donc ces traitements assez faciles sont effectivement généralement en première intention en cas de disovulation. Ailleurs qu'en France, on a un autre traitement qui est le létrozole qui va avoir un petit peu la même action par un autre mécanisme et qui va permettre effectivement de rétablir également une ovulation. Toujours pour rester chez la patiente qui n'ovule pas spontanément, en cas d'échec de ces premiers traitements médicamenteux qui sont des traitements, ce que je dis en consultation, assez light, c'est-à-dire c'est juste des comprimés à prendre par voie orale, un petit peu de surveillance
Et c'est ça, il y a la surveillance quand même, l'échographie pour vérifier que le follicule grandit bien. Effectivement, et vérifier surtout qu'il n'y ait pas 4, 5, 6 follicules qui grandissent là pour éviter effectivement un drame. Donc, dans l'idée, il y a une petite surveillance, mais ces traitements sont quand même assez faciles, assez light. Et donc, c'est sur combien de temps, enfin, tu fais combien de cycles avant de dire stop, on passe à autre chose? Dans ma pratique, je vais suggérer généralement 3-4 cycles, mais on peut aller jusqu'à plus, 6 ou 9 cycles de citrate de clomifène parce qu'on estime que la patiente ne tombait pas enceinte parce qu'elle n'ovulait pas. Et donc finalement, si on rétablit une ovulation à travers ces comprimés, elle se retrouve finalement aussi fertile que n'importe quelle femme dans la rue qu'on prendrait qui n'a pas de dysovulation. Et donc quand c'est comme ça, le bébé est fait sous la couette, mais est-ce que tu peux parfois coupler le clomide avec une insémination? Tout est possible, mais si la seule cause retrouvée est une dysovulation, qu'a priori le spermogramme est normal, évidemment on va commencer par des traitements plutôt light. Si ça s'associe avec par exemple une petite diminution des spermatozoïdes sur la concentration ou des choses comme ça, ou si parfois également les couples, c'est vrai qu'il faut dire quelque chose, c'est que c'est pas très glamour, c'est-à-dire que nous on va déclencher l'ovulation et on va leur dire ayez un rapport sexuel tel jour. Donc ça c'est pas glamour et généralement le couple il vient nous consulter, ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils essayent. Il faut dire effectivement que c'est parfois pas facile de leur dire ayez une relation à tel moment. Donc, ça peut être parfois plus facile, après discussion avec le couple, de suggérer une insémination. Ça va juste nécessiter que le conjoint aille en laboratoire, faire un recueil de sperme qu'on améliore un petit peu. Et nous, après, les patientes, elles viennent en consultation avec le cathéter et on va pouvoir déposer le sperme dans le fond de la cavité utérine. Une fois qu'on a fini toute cette procédure simple, enfin light plutôt, tu passes à quel type d'étape? Donc, dans les recommandations concernant le syndrome des ovaires micropolykystiques en particulier, ce qu'il va généralement… Il y a un mec à poil, désolé. Un vieillard de 70 balais à poil qui vient de passer, c'est extraordinaire. Ok, désolé, ça va revenir. Là, dans la porte? Là, juste au-dessus, là où c'est ouvert, peut-être qu'il va mettre un slip. Mais tu sais, genre, c'était trop improbable. Ah putain, c'était le piège d'être ici. Il y a du soleil, hein. Il est en plein qui sort. Donc, une fois que la prise en charge un petit peu light n'a pas suffi, effectivement, il vient de repasser. Non, mais il est chiant. Ok, c'est bon. Généralement, on va pouvoir passer aux inductions de l'ovulation ou insémination avec injection de gonadotrophine. C'est-à-dire que le but du citrate de clomifène ou du létrozole, c'était d'aller stimuler un petit peu indirectement l'hypophyse pour qu'elle puisse sécréter la FSH, l'hormone folliculostimulante, qui va stimuler les follicules et donc permettre la croissance du follicule et donc l'ovulation. Mais si ce n'est pas suffisant, ce système indirect avec les comprimés, on va effectivement proposer des injections de FSH directement. Donc, c'est des injections sous-cutanées. C'est un peu moins agréable. Évidemment, dans le gras, dans le bas du ventre généralement ou dans la cuisse. Et puis, effectivement, c'est un petit peu moins sympa. C'est des doses qui sont relativement faibles. Le but est d'obtenir peut-être que 1 ou 2 ou 3 follicules selon le profil d'ovulation et selon l'âge de la patiente. Derrière, effectivement, soit on propose effectivement le rapport sexuel au moment en temps et en heure, soit on va proposer une insémination. Généralement, en cas d'échec de ces traitements-là, effectivement, c'est là où on va commencer à discuter autour de la fécondation in vitro ou alors dans certains cas, en cas de SOPK, on va pouvoir parler de drilling. Le drilling, c'est une intervention chirurgicale qui va se réaliser généralement sous anesthésie générale et qui va être réservée aux patientes jeunes SOPK avec des trompes perméables et avec un sperme normal. Tout est ovaire sauf l'ovulation. Sauf l'ovulation. Et effectivement, parfois, les traitements par voie orale ou les injections ne vont pas suffire. Et donc, si tous les feux sont ouverts et que la patiente, le couple, veut absolument augmenter leurs chances de grossesse spontanée et qu'on ne peut pas leur parler de fécondation in vitro, effectivement, on va leur suggérer le drilling, donc sous anesthésie générale. Soit ça peut se faire par célioscopie, c'est-à-dire qu'on fait 3 petites incisions dans le ventre. Soit aujourd'hui, on propose aussi ce qu'on appelle le V-NOT. Le V-NOT, c'est une chirurgie micro-invasive où on va passer effectivement par le vagin directement
en passant effectivement une caméra, en créant ce qu'on appelle le pneumopéritoine, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de gaz dans le ventre, donc soit par le nombril, soit par voie vaginale, pour effectivement aller créer un espace pour qu'on puisse opérer. Et donc le but du drilling, c'est d'aller faire des micro-perforations de chaque ovaire afin de rétablir également une ovulation spontanée. C'est un peu pour libérer les embouteillages. Exactement, c'est un petit peu ça. On n'est pas tout à fait certain du mécanisme de fonctionnement, mais en tout cas, c'est suggéré lorsque les patientes ne veulent pas aller en fécondation in vitro et qu'elles ne sont pas difficiles à opérer. Ça reste une alternative à la fécondation in vitro. Et donc finalement, en fécondation in vitro, l'objectif de ce traitement-là, ça va être de stimuler les ovaires très fort avec des injections sous-cutanées avec effectivement des doses plus élevées que lors d'une induction simple ou d'une insémination. On va faire grossir le maximum de follicules pour aller déclencher l'ovulation, recueillir les ovules par voie vaginale à l'aide d'une ponction avec une petite aiguille qui va récupérer les ovules qu'on va féconder au laboratoire avec le sperme du conjoint ou d'un donneur si la patiente est célibataire. Et finalement, on va faire des embryons au laboratoire qu'on ira transférer un par un dans la cavité utérine. Ok. Et donc là, une fois qu'il y a un transfert, on est d'accord, il me semble que c'est 2 mois après la ponction? Alors c'est assez variable. Pareil, si tous les feux sont au vert, on va croire que je travaille dans la sécurité routière. Mais si tous les feux sont au vert, qu'il n'y a pas de risque d'hyperstimulation ovarienne, si les taux hormonaux étaient corrects, si le couple se sent bien, si la patiente ne se sent pas fatiguée de la stimulation, on peut proposer un transfert d'embryon frais qui va se faire dans la grande majorité des centres maintenant environ 5 jours après la ponction, dans d'autres centres 2-3 jours. Mais effectivement, s'il y avait un risque d'hyperstimulation ovarienne, c'est-à-dire que chez les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, effectivement, les ovaires vont souvent être riches. Donc, on va avoir beaucoup d'ovules à la ponction et donc ça risque de mettre dans un état d'hyperstimulation ovarienne importante avec des complications propres. Et donc, on va avoir tendance à dire on a pris tes ovules, on a fait tes embryons, maintenant laisse ton corps se reposer le temps de 1 cycle ou 2 avant d'envisager effectivement un transfert d'embryon sur un protocole beaucoup plus simple que les injections, etc. Okay. Et donc le transfert d'embryon, est-ce qu'ensuite il y a des injections, je sais pas, par exemple de progestérone ou quoi pour soutenir l'implantation ou... Donc lorsqu'on envisage un transfert d'embryon, on n'a plus besoin globalement des ovaires, on a surtout besoin d'avoir un endomètre, c'est-à-dire que le tissu dans l'utérus, il faut pouvoir l'épaissir. Et le tissu, l'endomètre, il s'épaissit grâce aux œstrogènes. Et après, il faut le rendre apte à l'implantation. Et ça, c'est grâce à la progestérone. Donc, pour faire simple, il y a 2-3 possibilités là-dessus. Soit on va favoriser les œstrogènes naturels, c'est-à-dire qu'on va partir sur du cycle naturel, si la patiente a des cycles, c'est-à-dire qu'on va monitorer le cycle autour du jour 12, admettons, sur des cycles réguliers de 28 jours. Et puis, on va essayer d'aller chercher exactement le moment où la patiente ovuler. Ou alors, on peut déclencher aussi son ovulation. Et donc, on va compter environ 1 semaine pour des embryons au jour 5. Et donc, on va transférer l'embryon au bon moment. Donc, l'œstrogène naturel pour épaissir l'endomètre, soit c'est via un cycle naturel, spontané, soit si la patiente n'a pas de cycle spontané, on peut faire une petite stimulation ovarienne légère pour permettre la croissance du follicule, la sécrétion d'œstrogène et donc l'épaississement de l'endomètre. Et en déclenchant l'ovulation, la patiente va naturellement sécréter sa progestérone qui va permettre de rendre l'endomètre propre à l'implantation. Okay. Et puis finalement, il y a d'autres types de protocoles. C'est des protocoles qu'on a réalisés pendant des années. C'est les cycles artificiels. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'œstrogène naturel. Ça va plutôt être des œstrogènes qu'on va prendre généralement sous forme de patch. On va monitorer, pareil, vérifier que l'endomètre s'épaissit. En mettant de l'œstrogène, ça va bloquer un petit peu les ovaires. Et derrière ça, dès que l'endomètre a atteint une certaine épaisseur, à discuter avec votre médecin, à ce moment-là, on va rajouter de la progestérone qui se fera soit sous forme orale, sous forme vaginale ou sous forme d'injection ou même sous forme de crème. Ok, bon bah très clair, je pense qu'on a fait le tour. Et bah merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très clair. Est-ce que tu aurais un message de conclusion à faire passer parce que tu travailles auprès de ces couples tous les jours, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est sûr que nous, médecins, sages-femmes, gens du milieu médical, on a une formation basique initiale, on va voir d'emblée ce qui va ou ce qui va pas. En revanche, quand on n'est pas du milieu médical, on peut pas vraiment savoir. Je pense qu'une consultation préconceptionnelle, c'est-à-dire que quand un couple envisage
envisage une grossesse, je pense qu'il peut être pertinent d'aller consulter, juste qu'on aille, nous justement, aller repérer ces feux verts, ces feux oranges, ces feux rouges pour qu'on puisse leur indiquer effectivement, laissez-vous 6 mois, laissez-vous 12 mois, les rassurer pour ne pas perdre de temps parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir en consultation un couple qui essaye depuis 3, 4, 5 ans. C'est très compliqué 3, 4, 5 ans d'essai bébé. Donc je pense qu'effectivement, aller faire une consultation spécialisée, recueillir les informations, ça permet de mieux se connaître. Aussi, ne pas hésiter à être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de symptothermie, de choses comme ça. Si les patientes elles-mêmes, les femmes elles-mêmes arrivent à repérer à travers l'analyse de certains signaux comme la glaire cervicale, comme certaines patientes font encore des courbes de température, des choses comme ça. Si elles arrivent à remarquer elles-mêmes qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ça peut être tout à fait logique d'aller consulter pour qu'on puisse faire au besoin les explorations, en tout cas recevoir les informations précieuses avant d'aller de l'avant. Oui, parce que même là, tu t'as parlé un peu du suivi du cycle. C'est vrai que c'est tout bête, mais on peut arriver à, parfois à ne juste pas faire l'amour au bon moment sur plusieurs cycles d'affilée. Et donc, forcément, ça rend difficile la grossesse. Donc, savoir repérer un peu son ovulation, c'est aussi mettre le plus de chances possible de son côté, même si on peut avoir des cycles un peu longs ou quoi, d'ailleurs. Nous, on encourage beaucoup les femmes à repérer leur ovulation, comprendre leur cycle, quelle durée il a, etc. Et je pense, moi, j'aurais peut-être un petit message à rajouter, mais quand on parle d'infertilité, on pense beaucoup aux femmes. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est plutôt bien réparti, dans le sens où c'est 30% d'infertilité féminine, 30% d'infertilité masculine et 30% des deux de mixte. Effectivement, et 10% d'infertilité idiopathique. Donc honnêtement, ça arrive encore trop souvent que les femmes viennent nous consulter seules. Ça arrive très rarement, mais ça peut nous arriver, nous gynécologues, de voir un homme qui s'intéresse à sa fertilité, qui vient consulter seul. Ouais, mais bon, franchement, honnêtement, c'est vraiment beaucoup plus rare. Mais effectivement, c'est pour ça que le message, c'est d'aller consulter en couple pour avoir les informations, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit plus chez la femme que chez l'homme. À part quand donc il y a des cycles irréguliers où là on peut se dire qu'il y a un terrain féminin à aller creuser. Ok, et merci beaucoup, c'était très clair. Et puis je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt. Je donne un exemple. C'est la résultat des examens qu'on aura reçus. On va bien sûr. Faut que je me concentre. J'ai pas un truc entre les dents. Ah non, rien du tout. Non. Donc, basé sur les résultats des examens que nous on va recevoir, traitement. Tu m'as transmis le truc. Oui, non, désolé. Basé sur. Voilà. Qu'il va généralement. Il y a un mec à poil. Désolé. Un vieillard de 70 balais à poil qui vient de passer. C'est extraordinaire. Basé sur les résultats des examens qu'on va.